Oui, bonjour, Odile Morin. Je suis une activiste en lutte contre le validisme. Je suis aussi élue municipale et j'ai fondé une antenne de PEPS pour une écologie populaire et sociale ici à Toulouse. On est très attaché à la question de l'intersectionnalité des luttes, de l'articulation des luttes, de façon à cesser de les hiérarchiser, parce qu'on va avoir besoin de tout le monde. Sur la question de la répression, j'attire l'attention du mouvement social sur la nécessité, là aussi, de la solidarité. Mon groupe de militants a bloqué un TGV, les pistes de l'aéroport en 2018 à Toulouse pour dénoncer les reculs des droits des personnes handicapées. On a été poursuivis en correctionnel, on a été condamné encore en cour d'appel, et on sera la semaine prochaine devant la Cour de cassation, avec peut-être à la clé une décision qui ferait évoluer positivement la doctrine de la Cour de cassation par rapport à la désobéissance civile non violente. Puisqu'on a des conclusions de l'avocat général de la Cour de cassation qui plaide pour que la Cour de cassation fasse évoluer sa doctrine de façon à s'aligner sur la doctrine de la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, voilà, on espère, mais on est, comme depuis 6 ans, quand même très seul face à ça. Et je crois que c'est assez révélateur. Vous évoquiez la question du soin. J'ai le sentiment plutôt qu'on est dans une dérive eugéniste aujourd'hui dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a des vannes qui ont été rompues. Il y a eu, au départ avec le Covid, effectivement, la défense des personnes, des travailleurs essentiels, la protection de la santé. Et maintenant, on est dans le sens complètement inverse. On fait comme si le Covid n'existait plus, alors qu'il y a 65 millions de personnes dans le monde qui souffrent de Covid long. On ne protège plus les populations et au contraire, on aggrave la situation. Vous évoquiez la question du soin. Je pense effectivement, comme vous, qu'il y a un secteur extrêmement porteur dont on va avoir de plus en plus de besoins, sauf si on vire complètement dans l'eugénisme, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un accès aux soins de plus en plus compliqué, l'abandon total des personnes âgées, des personnes malades, des personnes handicapées, qu'on laisse mourir à l'hôpital, l'éloignement de plus en plus important. Et vous évoquiez le médico-social. Le problème du médico-social, c'est que les travailleurs du médico-social n'ont toujours pas compris que leurs patrons n'étaient pas leurs amis. Et que leurs patrons, qui d'ailleurs par la même occasion s'expriment au nom et à la place des personnes handicapées en contravention à la Convention ONU, continuent à avoir une vision capitalistique et une vision de rentabilité de ces organisations qui, certes, sont à but non lucratif, mais dont les dirigeants, eux, ne sont pas à but non lucratif. Et aujourd'hui, il va falloir vraiment que ces travailleurs comprennent que l'aspiration des personnes âgées et des personnes handicapées, c'est de vivre en autonomie dans la cité, dans la communauté, et de cesser d'être relégués dans des espaces ségrégés dénoncés par l'ONU, et que ça demande un changement de posture. Par contre, qu'on va toujours avoir besoin de ces personnels, et qu'on va avoir besoin qu'ils soient bien traités. Parce que si on veut que les personnes âgées, handicapées, malades soient bien traités, il faut que les personnels qui les accompagnent soient bien traités. Et que c'est cette alliance-là, moi, à laquelle j'appelle, c'est-à-dire de cesser d'être les défenseurs du médico-social et de leurs institutions qui vivent sur le dos des personnes handicapées et qui profitent des salariés, et que ça, il y a une alliance à faire. Voilà. On va prendre peut-être plusieurs questions. Moi, j'avais déjà une remarque. J'ai l'impression que c'est un peu, je sais pas comment dire, mais opportuniste de venir et de dire les questions écologiques, il faut qu'elles aillent dans les luttes sociales. Enfin, je sais pas, ça me met mal à l'aise de me dire on va aller, de me dire on va aller voir une usine et on va leur dire il faut absolument que vous pensiez à l'écologie. Enfin, en fait, les personnes, ils y pensent déjà. Et je trouve ça un peu, je sais pas, même... ça me met mal à l'aise, quoi. En fait, c'est des questions qui sont déjà présentes dans les luttes sociales. Et au contraire, je pense que la meilleure manière de faire du lien, c'est d'aller les soutenir, mais de manière désintéressée, quoi. Et de venir et de dire, mais effectivement, votre lutte, elle est pertinente de base, en fait. Et... ça me pose un peu question de réfléchir de cette manière. C'est un peu ce que j'ai compris de la conférence. Du coup, ça me questionne. Mais il y a aussi des mouvements militants qui
ont fait cette démarche-là de revendiquer des choses à la fois écolo et sociales. Et notamment en France, il y a le mouvement Dernière Rénovation qui avait pour revendication la rénovation thermique des bâtiments, donc qui est un truc à la fois écolo et à la fois social. La campagne, elle a été, il y a eu une victoire, ils ont eu des choses à l'Assemblée et tout, et le gouvernement a juste jeté ça par terre. Du coup, ça n'a pas fonctionné. Donc, en fait, on a déjà des exemples de convergence, de mouvements qui revendiquent des trucs à la fois écologistes et à la fois sociaux, et qui ne fonctionnent pas. Donc, voilà, qu'est-ce que vous proposez? Parce que j'ai l'impression que, moi, ça va pas assez loin pour moi, là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, on m'entend correctement. Pour ce que vous disiez sur les jonctions entre le secteur écologiste et le secteur, on va dire, de l'industrie lourde, c'est des contraintes qu'on connaît depuis très longtemps sur le fait que les gens veulent se battre pour garder leurs moyens de subsistance et en même temps ne veulent pas détruire le biotope dans lequel on évolue tous. Une des propositions qui a été formulée assez récemment pour résoudre cette contradiction-là, qui est de dire, plutôt que de vouloir se battre pour des emplois qui portent en eux-mêmes le germe du problème, les gens fondamentalement veulent juste pouvoir vivre dignement et rien de plus, a priori, tout en pouvant faire en sorte que le biotope ne s'effondre pas. Donc du coup, pourquoi par exemple ne pas reprendre une proposition à la Friot, à savoir de dire, plutôt que de se battre pour garder des emplois, ce qui est un petit peu le mantra libéral qu'on entend sur toutes les chaînes de télé, ah mon Dieu, il faut garder des emplois impérativement, etc. Ah, ben ça détruit tout, oui, mais enfin bon, on a quand même gardé des emplois. Et ben dans ce cas, on change un petit peu la grille d'analyse et on se dit, oui, mais attendez, allouons le salaire directement comme un droit à la personne qui n'est pas lié au poste de travail. Et de cette façon-là, on évite de se retrouver avec cette contrainte qui est que les gens se battent en se disant « mais je veux continuer de travailler parce que mon salaire est lié à mon travail, mais pourtant mon travail est destructeur ». Et à la place, on se retrouverait avec en fait, on peut avoir une perspective éco-socialiste, mais là pour le coup même éco-communiste, qui serait de dire les salaires sont liés aux droits imprescriptibles de la personne, indissociables de la personne, et en même temps, on peut, une fois que cette chose-là est dissociée, complètement être proactif dans le combat écologiste. Alors du coup, qu'est-ce que vous en faites de cette proposition-là qui a été formulée relativement récemment? Ouais, tu veux répondre maintenant? On peut reprendre des questions quand tu veux. Oui, je n'ai rien à répondre à la camarade ici devant qui est intervenue sur le validisme. Je suis entièrement d'accord avec ton développement. Je pense effectivement que c'est une question sous-estimée et que personnellement, pour balayer devant ma porte, je n'ai pas encore complètement intégré non plus dans mon discours. Donc, tu as remarqué, je n'ai pas évoqué cette question comme une des questions et un des secteurs en lutte à faire converger, à unir avec d'autres. Et je pense, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, que ça renforce l'idée que la convergence des luttes, ce n'est pas la recherche du plus petit commun multiple, c'est une convergence autour d'objectifs, mais dans le respect des diversités et dans le respect des combats portés par les différentes composantes, dans leur spécificité, combats qui ne peuvent être véritablement compris, ressentis et assumés que par les personnes concernées au premier chef. Donc, je suis entièrement d'accord avec ça. Et par ailleurs, tu me confirmes dans mon idée de la centralité du secteur du soin et du lien dans le cadre d'une stratégie écosocialiste qui vise à éviter l'isolement des luttes écologiques et à y entraîner le mouvement social en général et en particulier le monde du travail.
Sur la deuxième intervenante, si j'ai donné l'impression de vouloir être donneur de leçons vis-à-vis de travailleurs, que ce soit de l'industrie ou d'autres, là on m'a mal compris ou je me suis fait mal comprendre. Moi je suis au contraire pour une démarche a priori de soutien de la part des luttes écologiques, des mouvements environnementaux, à tout combat du monde du travail, qui soit un combat justifié, bien sûr, mais y compris au combat pour l'augmentation des salaires. Je pense d'ailleurs qu'il y a une argumentation écosocialiste en faveur de la hausse des salaires, pas seulement une argumentation de justice sociale et de partage des richesses, mais l'argumentation écosocialiste, elle est toute simple. Le % le plus riche de la planète émet plus de CO2 que les 50% les plus pauvres. C'est hallucinant, mais c'est une réalité. Environ 18 tonnes par an, et pour les autres, peu importe les tonnages. Le % le plus riche fait plus de 50% des voyages en avion sur la planète. Donc, ils le font avec quoi? Avec la plus-value arrachée au monde du travail. Donc, si on leur retire cette plus-value et qu'on en fait un revenu, on contribue déjà, on amorce déjà une lutte contre la catastrophe et contre la destruction écologique par le capital. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne veut pas dire que l'augmentation des salaires en soi suffirait à dessiner une stratégie écosocialiste. Parce que si les salaires sont utilisés pour acheter des home cinéma et pour faire plus de voyages à la Guadeloupe, il n'y a pas d'avance, comme on dit dans mon pays, en wallon. Hein. Mais arracher la plus-value, ça peut s'exprimer non seulement en hausse de salaire individuel, ça peut aussi s'exprimer en hausse de salaire collectif. Et là, on retombe sur la question du secteur public, de l'investissement dans le secteur public. Donc voilà, je suis pour une démarche comme ça, absolument à l'opposé de toute démarche donneuse de leçons et de tout ce que tu as appelé comme opportunisme. Dans mon pays, aujourd'hui, il y a une lutte très difficile de travailleurs de l'automobile à Bruxelles contre la fermeture de l'entreprise Audi, 3000 ouvriers dépendants du groupe VW. C'est vraiment une lutte qui se présente mal. Les travailleurs sont fortement sur la défensive. Il y a beaucoup de réflexes parmi eux, comme quoi tout ça, c'est la faute de l'électrique. Hein, donc voilà, il y a pas mal d'incompréhension, mais je suis partisan et mes camarades et moi, nous allons en soutien à la lutte telle qu'elle se mène et on essaye de faire avancer le schmilblick des consciences à partir du niveau réel auquel on est confronté. Alors oui, je n'ai pas l'impression ou la prétention d'avoir inventé l'eau chaude en disant qu'il faut inventer des revendications qui permettent de concilier le social et l'écologique. Je sais qu'il y a beaucoup de luttes qui le font déjà. La seule conclusion alors, c'est vrai qu'un certain nombre de ces luttes n'aboutissent pas, mais s'il faut prendre comme étalon les luttes qui aboutissent, on est mal barre quand même, hein, parce qu'il n'y en a pas des masses. Donc, il y en a, oui, il y en a, et ben, il faut saluer tout de même le succès, même s'il a été relatif, de la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Hein, l'aéroport n'a pas été construit, ça a été une victoire, et ça a été une victoire d'une lutte qui faisait converger le social et l'écologique, parce que effectivement, la CGT de Vinci s'est prononcée contre la construction de l'aéroport que Vinci devait construire. C'est déjà un signe supplémentaire que même dans les secteurs productifs les plus durs, si vous voulez, les plus hard de la classe ouvrière, il y a une conscience écologique qui existe et qui peut se révéler dans certaines circonstances. Des circonstances qui tiennent au hasard. Hein, dans le livre qu'évoquait Capucine, que j'ai co-dirigé avec Michael Lewy, nous avons obtenu une contribution écrite, donc c'est un livre de contribution par d'autres, et on a obtenu une contribution du délégué CGT, qui était en poste à l'époque, enfin un des délégués CGT, et qui a joué un rôle absolument décisif dans cette convergence avec les opposants à l'aéroport. Et pour la petite histoire, ça s'est passé comment ? Il y avait un piquet de quelques dizaines d'activistes opposés à l'aéroport, des riverains, des paysans, il n'y avait pas encore de zadistes à l'époque, devant le siège de Vinci, dans la région parisienne, je ne sais pas où. Et par hasard,
Ce délégué, qui s'appelle Francis Le Maçon, était dans le bâtiment parce qu'il avait une réunion avec les patrons. Et par la fenêtre, il voit au rez-de-chaussée ces quelques énergumènes avec leurs banderoles et leurs pancartes. Et comme il est curieux de nature, il est descendu sur le trottoir, il a discuté avec eux. Et comme c'est un type de gauche ouvert sur l'ensemble des problématiques et des problèmes soulevés par le développement du capitalisme, il s'est dit, mais c'est important. Et c'est comme ça que le mouvement de convergence s'est amorcé. Il a invité les riverains et les opposants à une réunion CGT. La CGT est allée sur place visiter la ZAD et, in fine, la CGT a participé à la fameuse manifestation des bâtons là, contre la tentative d'expulsion par les flics de Macron. Donc voilà, il y a des exemples de convergence qui ne fonctionnent pas. Quelle conclusion il faut en tirer? Il ne faut pas en tirer comme conclusion que la convergence est une voie sans issue. Il faut en tirer la conclusion qu'il faut remettre le métier sur l'ouvrage sur le métier et essayer de construire des rapports de force plus favorables à la victoire. L'exemple que tu prends, celui de l'isolation thermique des bâtiments, évidemment, c'est par définition une magnifique revendication éco-sociale ou éco-socialiste, parce que surtout si c'est pris en charge par les pouvoirs publics, dans une démarche locale où quartier par quartier, on associe les habitantes, les habitants au projet de rénovation et d'isolation thermique, que ce ne soit pas une démarche ex cathedra comme ça de la part du pouvoir qui vient faire le bien aux populations sans les consulter. Donc c'est vraiment une revendication magnifique, mais sa mise en œuvre, sauf éventuellement au niveau local par l'une ou l'autre mairie qui serait un peu éclairée, demande un rapport de force politique au niveau national qui est un rapport de force politique déjà extrêmement favorable. Donc très belle revendication, mais essayons de construire le rapport de force. Alors sur la question sur l'allocation universelle et sur les propositions de Friot, moi je pense que les gens les travailleurs et les travailleuses sont attachés au fait d'avoir une activité, un emploi. Je n'aime pas le terme emploi qui évoque toute la manière dont on manipule les gens pour les rendre employables, etc. Mais avoir un emploi, employons le mot quand même, c'est avoir une insertion sociale, c'est avoir une contribution au fonctionnement de la société, d'une manière ou d'une autre. Parfois, c'est une contribution de merde, même très souvent, mais c'est quand même ça. Et je pense que les gens sont attachés à cela. Et donc, plutôt que l'idée de l'allocation universelle qui apparaît comme un grand saut dans l'inconnu, moi, je pense qu'il faut... Salaire à vie, pas allocation. Oui, ou le salaire à vie, bon, mais peu importe, c'est des trucs convergents, la philosophie est la même. Je pense qu'il faut plutôt chercher à s'inspirer de propositions qui ont cours d'ailleurs dans la CGT et qui sont dans l'air, dans les pipelines, depuis que la gauche américaine a mis sur la table, sur le tapis, l'idée de la garantie d'emploi vert. Donc et surtout par rapport aux travailleurs du secteur productif, des secteurs les plus polluants, de la sidérurgie, de la pétrochimie, etc., c'est l'idée que... ce n'est pas aux travailleurs et aux travailleuses de payer les frais d'une reconversion indispensable. Donc il faut leur garantir leur salaire, il faut leur garantir le collectif de travail et il faut leur garantir une formation reconversion dans une activité qui leur donne un sens à la fois social et sur le plan écologique. Je pense que cette proposition-là est plus susceptible d'être... D'abord, elle est justifiée. Elle est justifiée, elle fait sens, et je pense qu'elle est plus susceptible d'être appropriée et mise en œuvre par les travailleurs et les travailleuses que la proposition de salaire à vie. Voilà, parce qu'elle répond plus directement aux enjeux concrets dans les secteurs menacés. Et aujourd'hui, la CGT, enfin, j'ai eu un dialogue avec... la secrétaire générale, Sophie Binet, suite à une invitation qui m'avait été faite par l'UDCGT du 44 de participer à un week-end sur l'écosyndicalisme. Et j'ai constaté qu'il y avait au moins de la part de Sophie Binet individuellement, plus qu'une ouverture à cette perspective-là, une véritable adhésion. Elle dit c'est ça qu'il faut faire. Et elle le fait, elle défend cette proposition à partir d'un jugement qui est politique, un jugement politique qui est très juste, c'est-à-dire on ne peut pas ignorer le problème
de la reconversion de ces secteurs polluants. Il y a beaucoup d'industries inutiles et nuisibles d'un point de vue social et écologique, mais il y a des gens qui en dépendent pour leur existence quotidienne. Et elle dit, et c'est très juste, elle a entièrement raison, si on ne donne pas une réponse concrète, convaincante, positive, sociale et écologique à ces gens-là, ils vont être récupérés par l'extrême droite, de la même manière que les mineurs américains sont récupérés par Trump et par ses projets à la fois antisociaux et anti-écologiques. Bonjour. Selon vous, avons-nous intérêt à une décroissance économique uniquement dans notre pays, au profit indéniable des causes écologiques et sociales ? Moi, la question, c'était face à l'État et à sa répression, quelle stratégie on peut adopter ? Et du coup, qu'en est-il des questions de démocratie représentative au niveau étatique, au moins ? Et après, par rapport aux circonstances qui font qu'on est capable d'aller voir des travailleurs et des travailleuses en cas de plan de licenciement, en cas de crise ou en cas de tout ça, s'il faut attendre à chaque fois des circonstances pour aller les voir, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, comment on peut aller les voir dans une situation normale, je dirais. C'est à moi. Bonjour, je suis là. Bonjour. Peut-être que c'est dans le livre que je n'ai pas encore lu, mais en parlant des secteurs très polluants et aussi du secteur de la santé qui pourrait être un fer de lance. La terrible ironie, c'est que ces secteurs très polluants détruisent autant les corps que la nature. Et finalement, l'exemple des mineurs de fond aux États-Unis ou dans le nord de la France, d'où je viens, ou en Wallonie, c'est terrible. Quand tu disais tout à l'heure qu'on rendait les travailleurs collaborateurs de la destruction, en fait, de leur propre destruction. Et c'est ça qui est terrible. Et donc, dans la question non seulement de l'exploitation sans vergogne et sans limite des ressources, il y a les ressources naturelles et il y a les ressources humaines, en fait, qui sont traitées pareil, avec la même brutalité et la même nécessité de contrôle. Il faut contrôler les fleuves, mais il faut contrôler les gens, il faut mettre des digues pour pas qu'ils débordent. Et du coup, la question se pose des solidarités possibles. Et pour prendre un exemple, je vais essayer de ne pas le développer trop longtemps, mais il y a une semaine ou deux, à côté de chez moi, il y a eu un chantier de rénovation thermique, dites donc, au polystyrène, parce que c'est moins cher le polystyrène, donc maintenant on met des plaques de polystyrène partout. Et les ouvriers qui bossaient, je ne sais pas, c'était pas assez lisse. Déjà, ça fait des débris de polystyrène partout, mais ils ont entrepris de poncer ce qu'ils avaient posé par un jour de grand vent. Tout a atterri chez moi. Donc on dirait Pompéi. J'en ris maintenant, mais c'est pas drôle, quoi. Le potager, c'est fini. C'est 500 ans pour se biodégrader, le polystyrène, donc c'est mort. Mais en plus, ces hommes qui travaillaient dans l'urgence, qui ne pouvaient pas s'arrêter, même dans une tempête de vent, ils en avaient plein la figure. Ça veut dire qu'ils ont respiré de la paillette de polystyrène pendant des heures, sachant qu'on est sur le point de l'interdire dans les emballages alimentaires. Et donc toute l'ironie, c'est que dans la pression qu'ils avaient sans doute de leur chef, de leur entreprise, ils se sont eux-mêmes mis en danger, ils ont respiré des polluants terribles, et qu'en même temps, ils étaient tellement arc-boutés que c'était moi l'ennemi, en fait, parce que je suis venue leur dire qu'il fallait qu'ils arrêtent le temps qu'il y avait trop de vent. Et donc, est-ce que cette convergence, en fait, des destins entre la nature et les travailleurs, est-ce que des gens ici ou toi, vous avez observé des moments où les travailleurs se disent non, mais arrivent à se désaliéner de la nécessité d'avoir un emploi, etc., pour se dire je ne peux pas continuer de me détruire comme ça, et on est en train de se détruire, et les cancers de l'amiante, etc. Donc je me pose la question parce que je ne sais pas.
Merci. Bon, alors, la décroissance, comme je l'ai dit, mais trop rapidement, c'est le mot tabou. Et je pense que ce mot tabou, nous devons nous l'approprier. Parce que vous savez qu'il y a des chercheurs qui ont estimé qu'il y avait 9 paramètres de la soutenabilité humaine sur Terre. J'en oublie toujours un ou deux quand j'essaye de les citer. Enfin bon, il y a le cycle du carbone, c'est-à-dire le climat, il y a la biodiversité, il y a le cycle de l'eau douce, il y a le phosphore et l'azote, il y a la pollution atmosphérique aux particules, il y a la pollution chimique aux nouveaux composés, il y a les modifications d'utilisation des sols, il y a la couche d'ozone et il y a l'acidification des océans. Bingo, je suis au 9. Bon. Il y a 15 ans, pas mal, hein, et sans papier. Hein. Mais quand l'IGBP, l'International Geosphere and Biosphere Programme, a remis les conclusions de son travail, qui est un travail temporaire mandaté par les Nations Unies, ils estimaient que les marges de sécurité étaient dépassées pour 3 des 9 paramètres. Récemment, pas plus tard que le printemps cette année-ci, les chercheurs, en partie sont les mêmes, qui ont continué ces travaux, aboutissent à la conclusion que les marges sont dépassées pour 7 des paramètres. Il y en a un seul où les conditions sont améliorées, c'est la situation de la couche d'ozone. Et entre parenthèses, ce n'est pas par hasard. C'est parce que c'est le seul secteur dans lequel la démarche qui a été prise a été une démarche non pas de solution par le marché, du genre droit de polluer échangeable, mais une solution de régulation. Puisque c'est les CFC qui détruisent l'ozone stratosphérique, on bannit les CFC. Et en plus, c'était le protocole de Montréal, fin des années 90, pardon. Je dois parler français, si je ne me trompe. Et ce protocole de Montréal, en plus, contenait une clause comme quoi on allait constituer, les pays riches allaient constituer un fonds financier pour permettre aux pays du Sud de faire la transition vers l'autre technologie alternative au CFC. Mais donc, peu importe. L'essentiel, c'est si les marges de sécurité sont dépassées pour la stabilité de la planète et l'avenir de l'humanité sur la planète, il n'y a pas d'autre solution que de reculer, de revenir en deçà des limites. Et c'est là que, on peut l'appeler comme on veut, mais ça demande une décroissance. Et en ce qui concerne le climat en particulier, il n'y a pas photo. Il faut arriver à 0 émission d'ici 2050 ou 2060 au plus tard au niveau planétaire. Ça implique se passer presque totalement de l'exploitation et de la combustion des combustibles fossiles. Or, les combustibles fossiles représentent 80% du mix énergétique mondial aujourd'hui. Il est strictement impossible de relever le défi, de solutionner l'équation climatique si on n'accepte pas de réduire la consommation finale d'énergie. Pourquoi est-ce absolument impossible? Parce qu'on nous dit il y a des technologies renouvelables, c'est juste, et on nous dit les technologies renouvelables pourraient remplacer les fossiles, et c'est juste aussi, du moins si on en croit le rapport spécial du GIEC consacré aux énergies renouvelables qui estime que le potentiel technique, pas économique, technique des renouvelables équivaut à peu près 18 fois la consommation mondiale d'énergie. Donc 18 fois, absolument. Rapport qui date d'il y a 15 ans déjà, tu peux le consulter, il est sur la toile. Donc on n'est pas dans une situation où on est confronté au choix, soit on continue les fossiles, soit on retourne à la bougie. C'est pas ça. Il y a un avenir possible différent, mais une transition ne consiste pas à dire un système énergétique B pourrait remplacer le système énergétique A. Une transition, ça consiste à tracer le chemin concret entre le système énergétique A et le système énergétique B. Et là, ça devient plus compliqué parce que le système énergétique fossile est inapproprié pour l'essentiel aux énergies renouvelables, pour des raisons évidentes. On n'a pas besoin de pipeline avec le renouvelable, on n'a pas besoin de raffinerie, on n'a plus besoin de mines de charbon, on n'a pas besoin de tankers géants, mais on a besoin d'autres machines. Et ces machines, il faut les construire, et leur construction demande de l'énergie. Et l'énergie, au moment où on parle, elle est toujours à 80% d'origine fossile. Ce qui veut dire, conclusion, que toute autre chose restant égale,
la réussite d'une transition énergétique hypothétique nécessiterait l'usage de plus de combustibles fossiles qu'aujourd'hui, c'est-à-dire une accélération du changement climatique. Et la seule manière d'empêcher ça, c'est la décroissance. C'est la décroissance. Et donc je pense, moi, que, puisque je me réclame du marxisme, il faut que les marxistes, en tout cas c'est mon choix, tordent le cou à la version, à l'interprétation productiviste du marxisme qui est présente chez Marx lui-même dans certains écrits, en tout cas dans les écrits de jeunesse, où il dit qu'il faut libérer la croissance des forces productives. Dans le manifeste du Parti communiste, il fait carrément marquer que les rapports socio-capitalistes brident, handicapent le développement des forces productives, que le monde du travail doit se saisir du pouvoir politique pour augmenter la quantité des forces productives. Il n'est même pas question de qualité, c'est la quantité. Donc il faut tordre le cou à ces versions-là du marxisme, à ces versions productivistes. Et aujourd'hui, en tordant le cou, il faut reconnaître la nécessité objective d'une décroissance. Et même d'une décroissance non seulement dans nos pays, mais d'une décroissance de la consommation finale d'énergie à l'échelle mondiale. Et là, le défi est absolument formidable. Alors, on a, disons, du point de vue de la compréhension de l'enjeu, on a un petit avantage aujourd'hui par rapport au siècle passé. C'est qu'au siècle passé, les théoriciens de la décroissance, pour l'essentiel, étaient des partisans d'une décroissance que j'appellerais punitive. Pour ma part, Serge Latouche, par exemple, c'est quelqu'un qui éprouvait une certaine jubilation à dire « vous avez vécu au-dessus de vos moyens, il va falloir changer tout ça ». Aujourd'hui, on a des théoriciens de la décroissance qui sont beaucoup plus pragmatiques, qui partent du dossier climat et du dossier biodiversité. Pour arriver à cette conclusion, il faut une décroissance de la consommation finale d'énergie, mais qui sont en même temps, qui ont une préoccupation sociale évidente. Ils se disent « mais une décroissance d'une telle ampleur par rapport à ce qui est nécessaire aujourd'hui n'est pas possible si elle n'est pas sociale et démocratique. » Et donc, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à une véritable inflation aujourd'hui de publications scientifiques, y compris dans les rapports du GIEC, qui explorent le thème de la décroissance, d'une décroissance qui soit sociale et démocratique, qui donc signifie une égalité radicale des conditions d'existence des hommes et des femmes sur cette planète. C'est un truc véritablement révolutionnaire et qui n'a plus rien à voir avec Serge Latouche, pour ne pas parler de Hans Jonas, ce philosophe allemand du siècle passé, qui est quelque part un précurseur des théories de la décroissance punitive. Et donc, il faut creuser là-dessus. Ça renforce l'importance d'une démarche qui soit à la fois sociale et écologique, mais qui soit très, très, très sociale, très, très, très égalitaire. Mais quand on aborde des dossiers concrets, ça devient un peu plus compliqué, j'aime autant vous le dire. Par exemple, sur la question du logement. Mais bon, soit, je ne vais pas rentrer dans les détails. Attends, parce que là, j'ai passé beaucoup de temps sur ce thème, parce qu'il me tient. Ah non? Ah non, ah non, ah non. C'est là qu'il faut clarifier un point. Le problème, ce n'est pas le PIB. Le PIB n'est qu'une conséquence. Le problème, c'est la consommation physique, la croissance physique, la croissance de l'énergie consommée et la croissance de la production, de la transformation et du transport de matière. C'est ça, c'est là-dessus qu'il faut une décroissance. Et une décroissance qui soit sélective, si tu veux, parce qu'il y a des gens qui, notamment des gens dans le mouvement ouvrier qui n'aiment pas qu'on parle de décroissance, ils ont encore plus peur de ça que de la question écologique en général, et on les comprend. Alors ils disent, oui, mais on est pour une décroissance sélective. J'ai eu ce débat notamment avec Sophie Binet. Je lui dis, oui, il faut une décroissance sélective, parce que des choses doivent décroître, et d'autres doivent croître beaucoup, beaucoup, en matière de soins aux populations, de répondre aux besoins. Mais cette croissance et cette décroissance relative doivent se faire dans le cadre d'une enveloppe globale qui est aujourd'hui une enveloppe contraignante. Et c'est ça qu'il faut reconnaître. Ça ne veut pas dire que la décroissance devient un slogan du 1er mai qu'on doit mettre sur des banderoles et dont on fait une revendication, mais ça veut dire que toutes celles et tous ceux qui réfléchissent à un programme de transition écosociale doivent avoir en tête cette contrainte incontournable, selon moi. Incontournable. OK ?
Non, parce que je vais répondre aux autres. Et puis après, on reprend. Comment anticiper les démarches vis-à-vis du monde du travail? Ben oui, il faut anticiper. Je suis convaincu que des associations, des mouvements environnementaux radicaux tels que ceux que j'ai évoqués doivent anticiper. Et ils doivent le faire sans avoir le ton donneur de leçons et sans opportunisme. Ils doivent, par exemple, dans mon pays, récemment, j'ai plaidé pour ça vis-à-vis des jeunes activistes de Code Rouge, j'en connais beaucoup. J'aurais dit, mais saisissez l'occasion, la prochaine fois qu'il y a un congrès, non pas une grève, mais un congrès des travailleuses de la santé, allez-y, distribuez, allez vous présenter, allez distribuer un papier, un tract à ces gens-là, essayez de nouer le dialogue avec leurs représentants. Je crois que c'est très important d'anticiper. Et au plus, un mouvement social de type écologique ou écosocial perce dans les médias, comme les soulèvements de la Terre l'ont fait autour de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi autour des méga-bassines, au plus l'opportunité, les possibilités sont là pour avoir cette démarche anticipative, parce qu'on est un peu connu. On ne débarque pas de Cyrus ou de la planète Mars. On dit, voilà, on est les soulèvements, ou on est chic, ou on est tchac. Ah oui, oui, on vous a vu à la télé, donc quoi? Eh bien voilà, on pense que vous, travailleurs, travailleuses du soin, et même chose d'ailleurs vis-à-vis des travailleurs de l'industrie lourde. Ces démarches anticipatives peuvent être prises et multiplier les possibilités. Bon, je prends l'exemple d'un congrès et d'un tract à distribuer, mais il y a des tas d'autres choses qu'on peut imaginer, comme d'aller sur le terrain, de rencontrer les gens, etc. Les secteurs très polluants le sont aussi pour la santé, oui, entièrement d'accord. D'ailleurs, pour ma part, la force de travail humaine, et Marx lui-même le disait d'ailleurs, est une ressource naturelle comme les autres. Okay? Il y a aussi un aspect social de la force de travail, bien sûr, la manière dont nous collaborons avec d'autres autour de nous pour réaliser le processus de travail. Mais en tant que tel, la force de travail humaine, c'est le cerveau, les muscles, les nerfs de l'être humain. Donc c'est une ressource naturelle. Et effectivement, les secteurs très polluants sont aussi les secteurs parmi les plus mauvais pour la santé. Ce n'est pas les seuls, parce que dans les services aussi, il y a aussi beaucoup de choses qui sont très mauvaises pour la santé. Mais ça veut dire que dans le cadre d'une démarche qui essaye de faire avancer le schmilblick, qui essaye de faire bouger les lignes à l'intérieur du monde du travail, la question de la santé au travail est effectivement une question absolument centrale. Et il y a tout de même des exemples. Alors, c'est encore pour faire de la publicité pour le bouquin que j'ai coordonné avec Michael Levy, mais nous avons obtenu dans ce bouquin une contribution d'un chercheur de l'Étui. L'Étui, je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'institut de recherche de la Confédération, non, de la International Trade Union Congress, je ne sais plus quel est l'acronyme en français, donc le mouvement syndical international. Et ce chercheur a consacré sa contribution au cas de conflit entre les habitants de la ville de Minamata au Japon et les travailleurs de l'industrie qui polluaient l'océan avec le plomb. C'est la fameuse maladie de Minamata, les problèmes très graves de santé qui ont été causés par ça. Et au départ, la situation était conflictuelle. Les travailleurs défendaient leur emploi et les pêcheurs et la population dépendant du poisson défendaient leur santé. Et il explique dans la contribution comment petit à petit la convergence s'est faite, et c'est plus qu'une convergence, c'est une unité qui s'est faite dans la lutte contre les pollutions. Donc on parlait d'expériences qui réussissent ou qui échouent, mais là en voilà une expérience où ça a réussi. Il y a d'autres cas, la lutte contre l'asbeste, l'amiante, il y a eu là aussi la mobilisation n'est pas née des collectifs de travail, elle est née de riverains, notamment en Italie, dont les potagers étaient contaminés à l'asbeste, comme au jardin aujourd'hui par les poussières de polystyrène. C'est né de là, mais ça a fait extension à l'intérieur du mouvement ouvrier, parce que les cas de cancer se sont multipliés aussi parmi le personnel. Et donc, bon, là, la convergence ou l'unité s'est faite un peu tard, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en sont morts, mais il y a quand même une relative victoire dans la reconnaissance de la responsabilité patronale qui a été au rendez-vous au bout du chemin.
Contre la répression étatique, que faire? J'ai l'impression que là, je ne vais dire que des poncifs, quoi, les amis. Hein. Donc, contre la répression étatique, il faut la solidarité. Il faut construire des campagnes de solidarité avec les victimes de la répression. Il faut les accompagner dans les procès. Il faut faire des picketings, il faut faire des occupations, il faut faire des pétitions. Et il faut mobiliser, y compris sur un niveau politique assez bas, qui est la défense des droits démocratiques, la défense du droit élémentaire de manifester, la défense d'émettre des opinions différentes dans la société. Dans mon petit pays, encore une fois, nous avons un gouvernement de droite, très à droite, qui est en voie de constitution, et un des éléments de programme, c'est la réintroduction de l'interdiction de manifester, et un truc qui est devenu très commun en France, c'est l'arrestation préventive des activistes que la police soupçonne d'être potentiellement capable de créer des troubles à l'ordre public. Mais ça figure dans la note programmatique qui sert de base aux négociations entre les partenaires de cette coalition. Voilà, là je crois que j'ai fait le tour des questions. En fait, j'ai l'impression que ton rôle en tant qu'intellectuel, et c'est pas d'aujourd'hui, c'est vraiment pour favoriser cette convergence entre une pensée marxiste, tu l'as dit à plusieurs reprises, et puis les préoccupations écologiques. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement précieux, en fait, y compris parce que tu oses amener à certaines conclusions sur la décroissance de l'abondance énergétique et la transformation très profonde que ça doit occasionner, le souci du social et de la position des gens qui, en tant que salariés, que travailleurs, sont inféodés à ce système, à ces infrastructures, à ce monde productif. Enfin, tout ça, c'est extrêmement précieux. À t'écouter, il y a quand même des moments où moi, je repère quelques petites facilités, peut-être parce que tu es habitué à t'adresser à ces secteurs et que donc, par exemple, quand tu dis, bon, la réflexion initiale sur la technique, voilà, prendre Ellul, ça permet de dire qu'il peut y avoir une pensée réactionnaire derrière ça, mais on aurait pu prendre Illich, tu aurais pu prendre Charbonneau, d'autres qu'une pensée de la technique qui n'évacue pas la question du capitalisme, je pense, ou Gortz, par exemple, et en même temps qui pointe quand même que la technique aussi a quelque chose à penser. Mais bon, c'est peut-être un autre débat ou c'est peut-être trop pour ce soir. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas si facilement refermer, il me semble, le débat. Ou sur les mouvements environnementaux, par exemple, Greenpeace, le WWF, ok, mais on peut prendre les Amis de la Terre et la pensée pour une société soutenable où la question du social, et dans le social même, les petits producteurs, les producteurs des Suds, etc., elle est très présente. Elle est présente depuis les années 70 et on n'a pas attendu aujourd'hui pour que ces courants environnementalistes ou même écologistes-là les découvrent. Bon, mais ça, c'était des petites remarques. Alors, ma question, moi, c'est finalement, pour quelqu'un qui vient comme toi d'une théorie de pensée qui est quand même dans une matrice classiste, ce qui n'est pas forcément la mienne, mais qui... voilà, qui peut-être peut nous amener une vision, en tout cas, c'est sur ça que je veux t'interroger. Est-ce que cette pensée aujourd'hui qui amène derrière cette idée de convergence des luttes, et même de lutte, la lutte comme vecteur de l'histoire, je pense que nous, ici, dans cette salle, on est tous pour les luttes, on essaye tous à notre mesure de s'engager dans les luttes, on y croit, les luttes, on essaye de pousser. Donc, c'est pas une remise en cause des luttes comme, disons, engagement du quotidien, etc., mais comme... marche de l'histoire. Est-ce qu'on n'est pas à un moment où quand même ces mots-là qui nous habitent, et hier soir tu étais dans une rencontre où en plus il y avait le mot révolution, tu n'en as pas parlé ce soir, est-ce que c'est par pudeur face à, disons, une invitation qui vient plutôt du milieu universitaire, mais ça peut être un mot à questionner, et avoir ton point de vue là-dessus c'est intéressant. Donc bref, lutte, convergence des luttes, intersectionnalité, classe sociale, les travailleurs comme vecteurs de l'histoire, etc. Tout ça, c'est un certain imaginaire politique. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas plein de constats qui nous montrent qu'en fait, on est débordé et ce qui se passe est aussi à l'inverse, c'est-à-dire, en fait, il y a des luttes très réactionnaires qui s'organisent. Comment analyser le mouvement des agriculteurs du début de l'année et sa ressaisie politique, ce qu'on appelle les populismes et leur instrumentation, enfin,
Voilà, il y a plein de questionnements en fait où il me semble il faut qu'on arrive à affronter ça aussi, et peut-être avec, je sais pas, un nouveau vocabulaire, des nouveaux questionnements. Et j'ai pas du tout de réponse, ce n'est pas une attaque, hein. C'est parce que je me sens démunie face au fait de, oui, ici dans cette salle, on partage tous ces mots, on les emploie, mais en même temps, je pense qu'on brandit aussi une forme d'idéal dont il faut bien constater aujourd'hui qu'il est en partie inopérant. Merci. Il reste 2 questions, sinon après on va dépasser le temps. Oui, bonjour, du coup merci pour votre intervention ici. Moi j'ai une question, vous parlez du coup des travailleurs, des grands capitalistes, et la question elle est simple, c'est qu'est-ce qu'on fait de la bourgeoisie au milieu de tout ça en fait? Est-ce qu'il faut aller les chercher? Est-ce que c'est une perte de temps? Est-ce que ça serait naïf d'aller les chercher puisqu'en fait ils ont un rôle passif? Est-ce qu'ils peuvent avoir un rôle actif? Et parce qu'ils vont être touchés aussi en fait par les changements climatiques. Est-ce que ne pas y aller les chercher, c'est les abandonner à un peu l'extrême droitisation de la société, enfin, pardon, pas de la société, mais du pouvoir en place? Donc le fait de ne pas aller les chercher dans les luttes écologiques, ça les abandonne à aller plutôt de ce côté-là. Et une dernière question sur la vision marxiste qui est ici. Est-ce que pour une histoire d'autocritique, le fait de donner une importance très importante à la classe ouvrière, sachant qu'elle est beaucoup moins dynamique qu'il y a 100 ans, par rapport par rapport à l'histoire, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi élargir ce champ, tout simplement, ou est-ce qu'il faut encore juste avoir cette vision un peu d'il y a 100 ans? Et du coup, je suis tout à votre gauche. Je pense que ça va rejoindre un peu la question sur la décroissance économique, mais j'ai l'impression que vous portez 2 discours parallèles, enfin, c'est comme ça que je le perçois, avec d'un côté un discours qui, à mes yeux, n'est pas particulièrement écologiste, mais très socialiste, et en parallèle, un discours plus écologiste, où vous parlez de limites planétaires, mais je ne vois pas trop le croisement. Et du coup, je voulais revenir sur un des points qui a été abordé pendant les questions, où vous avez défendu la hausse des salaires, en appuyant cette idée à partir de la stat selon laquelle 1% des plus riches du monde émettent autant d'émissions de gaz à effet de serre que les 50% les plus pauvres. Et vous avez enchaîné en disant le soutien, en parlant de travailleurs belges. Donc, j'imagine que vous parliez bien de hausse des salaires des personnes typiquement françaises, des travailleurs français et belges. Et donc, là-dessus, j'aimerais juste rappeler déjà que 90% des Français font partie des 50% les plus riches, que 30% des Français font partie des 10% les plus riches du monde, et que si on prend les 1% les plus riches et les 50% les plus pauvres, on n'a toujours que 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, qu'est-ce qu'on fait des 70% restants qui sont entre le 50e et le 99e décile? Et aussi, juste qu'on n'est pas seulement sur une question d'impact relatif, genre de qui fait plus que les autres, mais de comment on fait pour rentrer dans le cadre des limites planétaires. Et donc, ma question un peu, et comme vous avez parlé d'égalitarisme tout à l'heure, c'est avec quoi je suis tout à fait d'accord. Imaginons que chaque personne sur Terre ait un revenu égal à tous les autres humains. Selon vous, quel est le revenu réel compatible avec ce que vous défendez? Enfin, où est-ce que vous pensez qu'il faudrait placer la limite si vous avez réfléchi à cette question? Et je précise du coup que moi je me place plutôt du côté de ce que vous avez appelé décroissance punitive, mais qui est juste le fait de reconnaître qu'il y a un appauvrissement massif qui doit arriver pour qu'on puisse respecter les limites planétaires. Et cet appauvrissement, il va toucher évidemment la majorité des personnes de nos pays. Donc voilà. Bon, on a eu 3 questions là. Pardon? Il y a eu 3 questions. Oui. Donc c'est en 9 minutes si je comprends bien. Fasten your seatbelts. Ta question, je vais prendre par le dernier bout de ce que tu as dit. La lutte, il y a des luttes très réactionnaires. Moi, je ne fétichise pas la lutte et je ne fétichise pas
ce que Isabelle Stenger s'appelle les artifices auxquels elle donne une telle importance. Je pense qu'il n'y a pas de discussion qui vaille sur les formes de lutte, sur les formes d'organisation, sur ce qu'elle appelle les artifices, qui puissent être complètement déconnectés d'un certain savoir, c'est-à-dire d'un jugement sur les causes de telle ou telle situation. Donc je ne fétichise pas toute lutte. Et je pense que les luttes dont nous devons nous réclamer, que nous devons appuyer, que nous devons favoriser, que nous devons essayer de faire converger, doivent toujours être des luttes émancipatrices des collectifs et des personnes qui constituent les collectifs, et dans le respect des caractéristiques, des demandes, des soucis, des oppressions particulières de ces personnes et de ces collectifs. Et ça établit quand même un distinguo par rapport aux luttes réactionnaires. Et pour prendre l'exemple très précis des agriculteurs et du mouvement des agriculteurs, en fait, le fond de l'affaire, je pense, qui a motivé la mobilisation des agriculteurs, c'est la question du revenu. Et cette question, elle est éminemment légitime quand on voit avec quoi des hommes et des femmes qui nous permettent de bouffer doivent survivre mensuellement. Donc cette revendication, elle est légitime. Et ce sont les grandes organisations agricoles, enfin d'agriculteurs en particulier, la FNSEA en France, en alliance avec la droite et avec l'extrême droite et d'autres couches, qui ont mis tout le paquet pour que la question du revenu soit supplantée par la question des normes environnementales étouffantes. Mais il n'y avait pas de fatalité à ce que cette évolution se fasse et à ce que cette manœuvre de dévoiement réussisse. Il n'y avait pas de fatalité. La Confédération paysanne a à la fois participé à la lutte des agriculteurs tout en dénonçant cette manœuvre. Et elle n'a pas eu le rapport de force nécessaire pour endiguer la manœuvre. Mais elle a essayé. Et donc, elle aurait pu être appuyée plus vigoureusement, je pense, mais là, je m'aventure un peu de l'extérieur, par d'autres mouvements sociaux pour améliorer le rapport de force vis-à-vis de la FNSEA et vis-à-vis de la droite politique et de l'extrême droite politique. Je pense. Donc, pas de fétichisation de la lutte en tant que telle. L'objectif, c'est l'émancipation et les formes de lutte doivent répondre à l'objectif de l'émancipation. Donc, alors, révolution. Tu me mets au défi de parler de la révolution, je vais en parler. Et d'ailleurs, nous n'avons pas parlé hier soir. Le mot n'a même pas été prononcé. Ça m'a même étonné a posteriori qu'au NPA, on n'ait pas évoqué, parce que c'est tout de même le troisième mot du titre de mon bouquin, écologie, lutte sociale et révolution. Donc pourquoi révolution? Parce que je pense que le défi auquel on est confronté, qui est un défi énorme. Il est déjà énorme quand on le prend au niveau national, mais si on prend en plus la dimension planétaire dont à laquelle la camarade a fait allusion, il devient gigantesque. Ce défi-là, s'il peut être relevé, il ne pourra l'être qu'avec la participation active, la mobilisation active, déterminante des hommes et des femmes qui sont les exploités et les opprimés d'aujourd'hui, c'est-à-dire de l'immense majorité de la population mondiale, partout, dans tous nos pays. Sans cette mobilisation-là, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution technocratique. Il n'y a pas de solution qui vienne par en haut, par des décisions d'état-major éclairés, et encore moins des solutions qui viendraient d'États plus ou moins éclairés, mais plutôt moins que plus. La solution ne peut venir que de cette mobilisation populaire, d'une prise en charge par les hommes et les femmes qui peuplent cette planète de leur existence quotidienne et des problèmes de cette existence. Et ça s'appelle une révolution. Je crois que quand on emploie révolution, il faut distinguer deux choses. Il y a la révolution processus et la révolution moment. Le moment, c'est le moment où les porte-paroles ou les représentants ou les classes populaires, disons, prennent physiquement le pouvoir, s'emparent du pouvoir. Mais il n'y a pas de moment révolution sans processus. Ou alors, s'il y en a un, ça risque de mal tourner. Si le processus révolution ne continue pas au-delà du moment processus, alors là, on a la porte ouverte à toutes les déviations et les échecs qui ont jalonné le XXe siècle. Et je pense que quelque chose comme ça est absolument indispensable.
Sinon, il n'y a pas de solution. Alors, je ne dis pas que ça va se passer. Hein. J'ai écrit un bouquin qui s'appelait « Trop tard pour être pessimiste ». Comme je le disais hier soir, ça ne veut pas dire que je suis d'un optimisme débridé. Au contraire, je serais même plutôt pessimiste sur les possibilités de réaliser tout ça. Mais je suis absolument convaincu que s'il n'y a pas une évolution de ce type-là, une évolution de type révolutionnaire au sens profond du mot, de renversement de la situation et de la logique de la société, on va dans le mur. On va dans le mur, c'est aussi simple que ça. Et donc, je pense que tous les efforts que nous devons avoir, que nous devons déployer, au niveau le plus modeste qui soit, je ne dis pas à chacun qu'il faut se charger de tous les maux de l'humanité, comme Atlas se chargeait du monde. Je ne plaide pas pour une démarche de culpabilité et de sacrifice, c'est pas ça. Mais tout ce qu'on peut faire doit être conçu comme une tentative de contribuer à un changement fondamental au niveau de la société dans son ensemble. La bourgeoisie, on en fait quoi? Ben, la bourgeoisie, je ne crois pas qu'il dépend de nous, disons, des classes populaires, de la jeunesse, des petits paysans, ou qu'elle évolue ou pas vers l'extrême droite. Elle est en train de le faire à une vitesse assez spectaculaire, d'ailleurs, hein, partout. On parlait des États-Unis, l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, propriétaire de X, ex-Twitter, colporte sur X, ex-Twitter, tous les ragots démentiels colportés par Trump et sa bande. Toute l'histoire des personnes d'origine étrangère, même pas des illégaux d'ailleurs, hein, des gens légaux qui sont légalement aux États-Unis, qui sont accusés de bouffer des chiens et des chats à Springfield, dans l'Ohio. Trump répond ça sur Twitter. C'est absolument hallucinant tout ce qu'il est en train de déverser comme merde. Donc c'est véritablement un projet fasciste qui est en train de mettre bas le masque aux États-Unis. Et c'est une tendance qui est partout à l'œuvre. Partout. Aussi en Europe et sur d'autres continents. Le dictateur, l'Argentin là, qui a pris le pouvoir, Milei, c'est à la fois la régression sociale ultralibérale, le démantèlement des secteurs publics, le démantèlement de l'aide aux personnes, de tout le secteur du soin, mais c'est en même temps le climato-négationnisme. On voit partout ces deux éléments ultralibéraux et climato-négationnistes et négation de la crise écologique qui se combinent dans un nouveau visage de l'extrême droite. Et aussi en France, hein, même si c'est de façon un peu plus prudente de la part de Amen le pire, Marine Le Pen. Donc la même combinaison est à l'œuvre. Donc moi je pense qu'on n'a pas véritablement à aller chercher les représentants de la bourgeoisie. Par la bourgeoisie, je parle de la classe sociale tout de même très minoritaire qui est propriétaire des moyens de production. Je ne parle pas du petit épargnant qui a mis son épargne en bon d'état ou même en action. Ça, c'est autre chose, ce n'est pas la bourgeoisie, ça. Éventuellement, ça peut être les couches les plus favorisées du monde du travail. Et il y a des problèmes avec ces couches, bien sûr, pour les mobiliser dans le cadre du programme à mettre en œuvre pour répondre à la crise écologique et sociale, mais ce n'est pas la bourgeoisie. Donc vis-à-vis de la bourgeoisie, tout ce qu'on a à faire, c'est construire un rapport de force qui vise à la déposséder de son privilège, de sa propriété, à la déposséder comme classe, à la faire disparaître, pas physiquement les individus, mais à la faire disparaître comme classe sociale propriétaire des moyens de production. Très concrètement, si on veut relever le défi climatique en particulier, on ne peut pas le faire sans envisager l'expropriation pure et simple du secteur fossile, de l'énergie fossile. Ces gens-là sont attachés à l'exploitation de leurs réserves jusqu'au bout. Ils iront jusqu'au bout pour les raisons que j'ai dites, parce que ça fait partie de leurs actifs. Les stocks font partie de leurs actifs. Les capitalistes n'aiment pas détruire du capital. Hein. Il le faut régulièrement à chaque fois qu'il y a une crise de surproduction. Mais eux-mêmes décider de... Là, non, ça, je supprime du bilan. Non, ils n'aiment pas faire. Donc, ils le feront jusqu'au bout. La seule manière de les en empêcher, c'est de leur retirer le secteur de l'énergie, de l'enlever de leurs mains et de le faire sans indemnité ni rachat pour que cette richesse soit mise au service de la société et de la transition qu'il faut effectivement faire et qu'eux empêchent par tous les moyens, qu'ils bloquent par tous les moyens. Bien, voilà, donc voilà ce qu'il faut faire, selon moi, de la bourgeoisie. Alors, évidemment, entre le cas extrême des grands propriétaires de moyens de production et d'échange, et puis les salariés, monsieur et madame tout le monde, qui vendent sa force de travail, il y a toute une gamme, toute une variété de situations sociales plus ou moins
compliqué qu'il faudrait pouvoir aborder avec discrimination, avec finesse et avec intelligence. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'on fait avec les couches moyennes supérieures du salariat, comment on essaye de les gagner de notre côté. Je crois que ça ne fait pas partie de la question qu'est-ce qu'on fait de la bourgeoisie. Faut-il élargir le champ à la classe ouvrière? Mais la classe ouvrière, ce n'est pas seulement les ouvriers d'usine. La classe ouvrière, c'est tous ceux et toutes celles qui sont obligés, pour vivre, de vendre leur énergie de travail, leur créativité, leur intelligence, leur capacité contre un salaire. C'est la majorité de la population aujourd'hui. À l'échelle mondiale, c'est la majorité de la population. Du moins, si on inclut dans cette définition de la classe ouvrière les centaines de millions de gens qui n'ont même pas un salaire, qui vivent en ramassant des déchets sur les champs d'épandage des ordures dans les pays du Sud pour vendre ça à la petite semaine ou pour récupérer des trucs à bouffer ou à bricoler. Donc cette classe est majoritaire. Donc élargir le champ veut dire quoi? Je suis pour élargir le champ en ce sens que je suis pour considérer non pas la classe ouvrière, comme on dit, comme une espèce je ne trouve plus l'expression, comme le démiurge de l'histoire qui va descendre du ciel et résoudre tous les problèmes. Je suis pour la considérer de façon dynamique et à partir de son rôle effectif dans les luttes d'émancipation. Donc j'inclus là-dedans le rôle des femmes, j'inclus le rôle de la jeunesse, j'inclus le rôle des petits paysans qui luttent contre l'agrobusiness. Pour moi, tout ça, ça fait partie de la lutte de classe, si vous voulez. Pour prendre, allez, je dis un mot sur la question des paysans, des petits paysans. Marx s'est trompé là-dessus. Il s'est trompé. Il a cru, à partir de l'exemple de l'Angleterre, que les paysans disparaîtraient, que l'agrobusiness, qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque, supplanterait tout et qu'il n'y aurait plus que des ouvriers agricoles travaillant sur des grands domaines. Il s'est trompé. Ça s'est réalisé pour l'essentiel en Angleterre, mais au niveau mondial, il y a tout de même encore aujourd'hui à peu près 500 millions de petits paysans et qui luttent à la fois contre qui sont pris en tenaille, pour ainsi dire, entre les groupes capitalistes qui leur fournissent les intrants, les machines, etc., d'une part, et d'autre part, les groupes capitalistes de la grande distribution. Ils sont pris en tenaille entre les deux, et c'est pour ça qu'ils survivent avec des revenus absolument misérables. En fait, ce ne sont plus véritables. C'est plus ce que Marx appelait la petite bourgeoisie, oscillant entre la classe ouvrière et la bourgeoisie. C'est autre chose. Moi, je trouve que c'est plus proche de ce qu'on appelle les franchisés du secteur du commerce. Hein. Les gens qui, soi-disant, sont des petits indépendants qui gèrent un magasin, mais qui, en fait, dépendent du multinational du commerce et qui dépendent pour tout, pour l'approvisionnement, pour les marchandises, pour tout, même pour le personnel. Donc, c'est plutôt de ça qu'il s'agit. Ils sont dans cette situation-là. Et donc, dans la mesure où ils luttent contre l'agrobusiness et contre la grande distribution, ils sont des alliés naturels de la classe ouvrière. Donc leurs luttes, pour moi, font partie de la lutte de classe qu'il faut mener aujourd'hui pour l'émancipation contre la catastrophe. Est-ce que j'ai deux discours parallèles et déconnectés sur l'écologie, sur le socialisme et sur l'écologie? Si j'ai donné cette impression-là, j'ai raté mon coup. Tous mes efforts, au niveau intellectuel et au niveau militant, sont des efforts qui essayent de conjuguer, qui sont des contributions modestes, enfin j'espère être relativement modestes, au fait de nouer des liens et au fait d'inventer, de créer un nouveau programme. Alors c'est vrai que ce programme éco-socialiste, il n'invente pas le fil à couper le beurre sur toutes les questions. Il y a plein de questions sur lesquelles des combats traditionnels, disons, du mouvement ouvrier tel qu'on le conçoit traditionnellement, sont repris et recyclés, mais mis à la sauce verte, si tu veux, pour le dire de façon un peu caricaturale. Par exemple, sur la réduction du temps de travail. Tu vois, c'est une revendication traditionnelle. Ce qui change quand même dans ce programme et dans la dimension écologique de ce programme, c'est qu'il donne une place que n'ont jamais eue dans des programmes de ce genre
des questions comme la question de l'agriculture, la question du féminisme, la question des LGBT, la question des peuples indigènes. Quel autre programme de type socialiste s'est préoccupé des peuples indigènes jusqu'à présent? Non. Et des agriculteurs, pratiquement pas, sauf dans des pays périphériques où la classe paysanne était très nombreuse. Donc là, il y a quelque chose de nouveau, si tu veux. Mais ce programme éco-socialiste, il ne prétend pas renverser les tables et faire du 9 à 100%. Mais oui, tu as raison sur les 10%, le pourcent, les 30%. Tu as tout à fait raison, c'est des problèmes extrêmement importants et extrêmement délicats. Mais il ne faut pas en déduire qu'il faut tenir un discours punitif vis-à-vis de la majorité de la population, parce que là, on va dans le mur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut d'abord être conscient que ce problème est encore plus gigantesque qu'on ne peut le penser à première vue, et puis on peut s'inspirer des travaux de ces fameux scientifiques qui sont aujourd'hui ce que j'ai appelé des décroissants sociaux et démocratiques et qui travaillent sur ces questions-là. Il y a des chercheurs, des chercheuses aujourd'hui qui font partie de la mouvance à laquelle appartient Timothée Paric, qui m'a fait le plaisir Ok, ça vous fait rire, bon, vous m'expliquerez après pourquoi. Vous m'expliquerez après pourquoi, mais qui font partie de cette mouvance et qui travaillent sur ces questions-là. Ok, il fallait me le dire avant pour que j'enfonce pas de porte ouverte. Mais donc, dans le dernier rapport du GIEC, vous allez me dire ça n'a pas énormément d'importance, mais le mot décroissance est cité plusieurs dizaines de fois dans le rapport intégral, pas dans le résumé. Là, les gouvernements, les représentants des États ont verrouillé, c'est pas passé. Le mot sobriété est passé avec une définition qui est pas mal du tout, mais pas le mot décroissance. Mais donc oui, et ces chercheurs, ils nous donnent du matériel parce qu'ils commencent à mettre un peu de chair autour de l'os. Qu'est-ce que ça veut dire, cette égalité radicale? Par exemple, en termes de surface habitable par chaque individu sur la planète. J'ai vu une publication de Julia Steinberger et d'autres, pour ceux qui connaissent, qui estiment que ce n'est pas une norme qu'ils veulent imposer, mais dans les hypothèses sur lesquelles ils travaillent, ils disent que ça veut dire 8 mètres carrés habitables par personne sur la planète. Ça veut dire ça. Ce n'est pas beaucoup. Évidemment, c'est hors cuisine, hors buanderie, hors tout ce qui peut être des équipements collectifs, mais quand même 8 mètres carrés par personne, ce n'est pas tellement beaucoup par rapport à la situation concrète du logement dans les pays capitalistes développés. Donc il y a plein de questions comme ça qui sont des questions extrêmement difficiles, mais on ne peut pas les résoudre en chambre, on ne peut pas prendre un bout de papier et dire « Ok, il faut réduire la consommation finale d'énergie d'autant, donc réduire d'autant la production et le transport de matière, donc ça veut dire autant de grammes de bouffe et de calories par personne et par jour. » Donc voilà, ça c'est une démarche qui pour le coup serait vraiment une démarche de communisme autoritaire à la sauce verte, mais ça ressemblerait plus au Khmer rouge qu'à un projet d'émancipation sociale et écologique. Ah, mais le niveau de vie, ça c'est autre chose. Tu as parlé en termes de revenus, et pour moi, ce n'est pas la question du revenu qui est clé, parce que le revenu, ça veut dire qu'on reste essentiellement dans un système qui dépend de l'argent et du salaire. Et moi, je suis pour une extension radicale de la gratuité, par exemple, d'où l'insistance sur le secteur public et l'insistance sur la division, le repartage des richesses et l'expropriation du grand capital. Donc, voilà, je crois que le terme de revenu, je ne vais pas te dire les gens devront vivre avec 700 €, ça n'a pas de sens, tu vois, ou 1000 € ou 1500 €, ça n'a pas de sens. Mais les gens pourront vivre avec l'école vraiment gratuite, les soins de santé vraiment gratuits, des transports communs gratuits et de qualité, un accueil pour les enfants qui soit pris en charge par les collectivités, etc. Donc c'est un autre cadre de référence.